Cette semaine à InfoCam, un retour sur la guignolée des médias qui a eu lieu le 5 décembre dernier. Un festival musical pour le 50e anniversaire de l'orgue de l'église de Saint-Pascal. La montée propose un séjour intensif pour arrêter de fumer. La magie de Noël en plein cœur de la municipalité de Saint-Alexandre. Et finalement, ne manquez pas les scènes cocasses de la saison. Bienvenue à votre bulletin local et régional InfoCam. Encore une fois cette année, la population a été très généreuse pour la grande guignolée des médias qui a eu lieu le 5 décembre dernier. En plus d'avoir récolté denrées et vêtements, nous avons reçu 2 848,31 $, comparativement à 2 821,28 $ en 2012. Les sous ont été remis à part égale à la Maison de la famille du Kamouraska et au Centre Accueil-Partage de Saint-Pascal afin de venir en aide aux familles dans le besoin. Quant aux jouets, denrées et produits d'hygiène, c'est le Centre Accueil-Partage qui les a reçus. Tout d'abord, comment avez-vous trouvé votre journée? Tout s'est bien passé. On est bien heureuse du résultat que la guignolée a apporté cette année encore. Vous avez trouvé les gens encore généreux cette année? Ah oui, généreux, sympathiques. C'est beau à voir les gens qui sont attentifs et, dans le fond, à l'écoute des besoins des gens de la population. Et en terminant, pourquoi c'est important de donner? C'est important de donner parce qu'il y a plusieurs familles qui sont dans le besoin au Kamouraska. Donc, on a la chance d'encourager les gens de notre région. Donc, c'est une occasion à saisir à chaque année. Nous sommes allés aussi du côté de l'Apocatière où les étudiants du programme Arts, Lettres et Communication, profil Option Média du Cégep de l'Apocatière ont offert leur service pour la grande guignolée des médias. Les sous et denrées ont été remis à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Tout d'abord, Madame Laure, parlez-nous un peu de la Société Saint-Vincent-de-Paul. À Saint-Vincent-de-Paul, ça existe un peu partout au Québec et même dans le monde, il y a 140 pays où ça existe. Et ça existe depuis 1835. Ici, à l'Apocatière, depuis 1953. Alors, on est très actifs ici, puis il y a d'autres dans le diocèse aussi, d'autres Saint-Vincent-de-Paul. Mais on est actifs tout le long de l'année. On vient en aide aux gens tout le long de l'année, pour l'aide alimentaire surtout, mais pour d'autres formes d'aide aussi, l'aide scolaire, toutes sortes de choses, des urgences de toutes sortes. Et comment s'est passée la journée de la grande guignolée des médias qui a eu lieu le 5 décembre passé? C'est très bien passé. Cette année, on a eu les élèves du groupe Communication Option Média. Ils ont décidé d'embarquer parce que c'est la guignolée des médias. Ils ont fait un barrage routier au coin de 6e Avenue puis de 1er rue. Ils ont été là de 8 heures le matin jusqu'à 3 heures l'après-midi. Ils ont ramassé dans les environs de 5 000 $. Ils étaient très contents. Nous aussi, nous sommes très contents. Puis les étudiants qui n'étaient pas là sur le barrage dans le moment, ils sont venus ici travailler avec nous. C'était très joyeux. Comme journée, ça a été merveilleuse. Ça a été merveilleuse. Et est-ce que ça a été plus que l'année passée? Est-ce que vous avez vu une augmentation des dons de la population de l'Apocatière? C'est difficile de juger d'une certaine façon parce que là, le barrage routier, c'est tout à fait différent. On a eu des gens qui sont venus ici donner de l'argent aussi. On a eu beaucoup d'argent ici au local. Et on a eu même avant, puis on sait qu'il y en a qui vont suivre après. Comme les denrées, nous avons eu hier, nous savons qu'il y en a d'autres qui arrivent demain, d'autres denrées, et d'autres qui arrivent jeudi, vendredi prochain, et même le lundi le 16, je sais qu'il y a un groupe qui va nous en donner. Ça fait que ça arrive tout le temps, mais ça se maintient très bien. Ici, là, à l'Apocatière, la générosité est incroyable. Tous les groupes travaillent ensemble. Et ça, c'est fantastique. C'est une solidarité communautaire incroyable ici. Et savez-vous quand est-ce que vous allez commencer à distribuer les paniers de Noël? Ça sera le 19, la journée du 19 décembre. On va faire les paniers les 2 jours avant, là, puis on va les distribuer le 19. Et est-ce que vous avez une grande demande pour ces paniers? Oui, on a une grande demande. C'est une centaine de paniers. Normalement, chaque année, c'est environ une centaine de paniers. Et ce n'est pas toujours les mêmes. Je comptais ça l'autre jour, entre 20 et 25 % des gens que nous avons aidés cette année sont des personnes qu'on n'avait jamais vues avant. Alors, il y a toujours des gens qui arrivent pour une raison quelconque, d'autres gens qui ne demandent plus parce qu'ils sont peut-être mieux établis maintenant, là.
Alors, la demande se maintient quand même environ 100 paniers. Et est-ce qu'il y a des entreprises qui vous ont aidé pour la guignolée? Oui, hier, on a eu notre café, était fourni par McDonald's. Le dîner, Pizza Bouffe. Le souper, le restaurant Mike's. Et comme vous avez vu en arrière, les sacs de Tim Hortons, les denrées que Tim Hortons ramasse, ça vient ici aussi pour nous aider. Il y a d'autres groupes qui vont nous aider à mesure, comme demain, le Club Richelieu doit nous apporter des denrées en après-midi. La semaine prochaine, il y a d'autres compagnies qui disent on va vous apporter des choses au courant de la semaine. Alors, une fois que tout sera terminé, on va faire une bonne longue liste de tout le monde. Parce que la liste est longue. Les employés de Bombardier, lundi, mardi, mercredi, la semaine passée, ils ont tous ramassé le matin des choses pour nous qu'on va avoir d'ici peut-être demain ou au début de la semaine prochaine. Et, Fantastique. C'est vraiment merveilleux. et est-ce qu'il y a aussi des écoles qui ont participé à la guignolée? Oui, les écoles, ils ont leur panier déjà. Comme les écoles primaires de la Pocatière et Saint-Onésime, ils ont des paniers. Les écoles comme le collège, le polyvalente, le cégep, même le cégep hier, les professeurs ont vendu des petites bouchées sucrées. Les professeurs responsables de service aux étudiants. Le résultat de ça, on va l'avoir. Alors, on va voir toutes ces choses-là dans le courant de la semaine prochaine. En terminant, pourquoi c'est important de donner? C'est important de donner parce que d'abord, ça fait un bien énorme à la personne qui donne. Et aussi parce que c'est une façon de partager en communauté. Et parce que les gens que nous aidons, ils sont incroyables des fois, parce qu'on les rencontre, on leur parle. Des histoires, on se fait des échanges avec eux autres, intéressants. Vraiment, c'est des gens qui ont des histoires, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à faire. Et c'est formidable. Moi, je te dis, ce bénévolat-là me donne la chance de connaître des gens que j'aurais jamais connus autrement, et je suis très contente de ça. Pour célébrer le 50e anniversaire de l'orgue de l'église de Saint-Pascal, un festival musical de 4 concerts aura lieu dans l'église de Saint-Pascal. Nous avons rencontré Jacques Boucher, directeur artistique de l'événement. C'est le 50e de l'orgue de l'église de Saint-Pascal. Parlez-nous de cet instrument qu'on peut dire assez majestueux. Oui, en fait, c'est un instrument qui est arrivé à une époque particulière de la facture d'orgue. C'était peut-être le, je sais pas, 3 millième, quelques instruments de Casavant, mais il est arrivé un moment de renouveau où on est passé de l'orgue dont l'action était soutenue par l'électricité à un retour à un orgue entièrement mécanique. Et ça a été le premier orgue de 3 claviers des Casavant en 1964. Donc, et en plus, ça a été une réalisation sonore assez exceptionnelle, une grande beauté, une grande poésie. Donc, c'est un instrument qui a imposé un petit peu, je dirais, ce renouveau de la facture d'orgue, qui a inspiré d'autres projets et qui a été beaucoup diffusé par la radio de Radio-Canada, par la réalisation d'une vingtaine de disques qui ont été faits ici, par beaucoup de concerts qu'on a organisés dans la paroisse. Donc, c'est un instrument qui, je dirais, une des plus belles réussites, je pense, de la facture d'orgue de toute cette époque-là. Et pourquoi c'est important de souligner son 50e anniversaire? Je pense que dans le contexte actuel, où il y a une grande inquiétude par rapport au patrimoine religieux, d'apporter de la beauté, de la lumière, de l'espoir, de dire dans nos églises, il y a des instruments, il y a des tableaux, il y a des orgues comme ça qui peuvent lancer un message, ne serait-ce que pour la préservation de ce patrimoine-là. Alors, moi, je pense que c'est de l'optimisme. Dans un moment de grande inquiétude, particulièrement dans le diocèse, je sais ici qu'il va y avoir une réflexion diocésaine sur l'avenir des églises et tout ça. Donc, et en même temps, ça fait rayonner toutes les réalisations qui ont été faites et qui seront faites autour de l'instrument. Ça peut inspirer ailleurs, je le pense bien, des activités ou des projets du genre en disant on a des choses qui sont belles, on veut les préserver, on va organiser des événements autour pour sensibiliser les gens. Et parlez-nous de la programmation pour célébrer cet 50e anniversaire. En fait, il y aura un concert par saison à peu près. Donc, le 27 avril, il y a un concert sous le titre « La musique, c'est de famille ». Donc, il y aura mon neveu qui est organiste titulaire ici, mon fils Vincent qui est prix d'Europe en 2002, qui n'avait pas joué à Saint-Pascal depuis qu'il a gagné le prix d'Europe. Donc, tous les trois, on va faire un récital à 2 mains, 4 mains, peut-être plus même. On verra bien. Puis, c'est un récital à peu près 55 minutes. Et ce soir-là, on va lancer un coffret double. Donc, on aura enregistré tous les trois ici
une partie du répertoire qu'on va jouer, mais on a retrouvé l'enregistrement de l'inauguration d'il y a 50 ans avec Antoine Bouchard. Donc, on va présenter un coffret double avec le concert d'inauguration. C'est extraordinaire d'avoir pu le retrouver, puis de voir à quel point, parce que je l'ai écouté il y a quelques semaines, c'est encore vivant comme jeu, etc. Donc, c'est le premier événement qui est fait en coopération avec un des plus grands concours d'orgue au monde, le Concours international du Canada, qui a dans son mandat le rayonnement de l'orgue. Donc, c'est une belle occasion de s'associer à nous. Le deuxième concert, Anne Robert, violoniste, et un quatuor à cordes vont jouer les 4 saisons de Vivaldi avec une comédienne originaire de Saint-Pascal, Ève Landry, parce que Vivaldi a écrit des poèmes qui décrivent ce qu'il voulait mettre dans sa musique. Donc, c'est assez intéressant. La comédienne va lire quelques phrases, les musiciens vont illustrer cette phrase-là, puis après ça, ils vont jouer les saisons au complet. Le troisième concert, on a le privilège d'accueillir l'organiste titulaire de la Grande Église de la Madeleine à Paris, qui est un des hauts lieux de la musique d'orgue au monde, François-Henri Houbard, qui a accepté de venir à Saint-Pascal le 21 septembre. Il va jouer des œuvres, quelques-unes des œuvres qui avaient été jouées il y a 50 ans, il y a 50 ans exactement, puis comme c'est un grand improvisateur, on va le faire improviser sur des thèmes que les gens voudront bien lui soumettre. Donc, c'est le troisième concert. Puis le dernier, c'est une sorte de fête de Noël, le 30 novembre. La grande chef d'orchestre Agnès Grossman, qui a été chef des Petits Chanteurs de Vienne, de l'Orchestre métropolitain de Montréal, qui a une activité intense à Taïwan, qui dirige au Japon, a accepté de venir diriger tous les choristes de la région de Lévis à Rimouski, qui voudront bien venir chanter des Noëls traditionnels dans des harmonisations faciles d'apprentissage. Puis on veut que ce soit une grande fête de Noël. Et les 2 organistes de Saint-Pascal, Jean Moret et Michel Boucher, seront là pour travailler avec Mme Grossman. On aura 4 solistes vocaux. Donc, Peggy Bélanger, une soprano de la région ici. Geneviève Lévesque, qui est née à Saint-Philippe-de-Néry, et son conjoint Alexandre Sylvestre, et finalement le ténor et chef d'orchestre aussi, Guy Bélanger. La Montée est le seul endroit qui offre un programme intensif pour ceux qui veulent arrêter de fumer. Nous avons rencontré Réjeanne Hudon qui nous parle de ce programme. Nous offrons en fait un séjour de 6 jours consécutifs où les gens viennent, sont hébergés et viennent rencontrer des professionnels pour leur arrêt tabagique. Quelles sont les activités pendant ce séjour? Il y a vraiment beaucoup d'activités. Au début du séjour, on se concentre davantage sur l'accompagnement des personnes avec leurs symptômes de sevrage parce qu'ils vivent toutes sortes d'émotions, mais aussi des symptômes physiques. Donc, on les aide là-dedans. Le médecin et l'infirmière sont principalement sollicités en début de séjour. Dans le milieu du séjour, là, c'est vraiment plus, on fait un bilan du type de fumeur qu'on est, la place que ça a pris dans notre vie. On voit un petit peu comment on veut s'organiser pour le retour à la maison. Et la dernière partie, c'est vraiment la prévention de la rechute. Donc là, on regarde, il va y avoir encore des situations à risque. Là, par ici, ils sont dans un milieu vraiment isolé, protégé. C'est facile. C'est pas facile, mais c'est beaucoup plus facile de ne pas fumer. Donc, la prévention de la rechute permet de voir toutes les situations qu'ils vont vivre chez eux, puis comment maintenant ils vont devoir agir. Et puis, on fait de la pratique à travers de ça, des activités. Puis, en gros, je dirais, c'est comme ça qu'on s'oriente. Oui. Et quels sont vos critères de sélection pour que les personnes puissent venir ici en thérapie? Bien, en fait, on a plusieurs critères, mais les principaux, c'est vraiment de ne pas avoir un autre problème de dépendance parce qu'il faut savoir qu'on offre des séjours de 3 semaines pour les gens qui ont des problèmes d'alcool, de drogue, de médicaments et de jeux, mais on considère vraiment que 6 jours, ça ne serait pas suffisant. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah, je vais venir faire un séjour pour l'arrêt tabagique, puis en même temps, je vais revoir ma consommation. » Donc ça ne serait pas approprié. Ce n'est pas notre clientèle. On cible aussi les 30 ans et plus parce que on veut des gens qui ont vraiment essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer. Donc, puis aussi, il faut être conscient, avec de l'hébergement, des services spécialisés, médecins, infirmières, intervenants en toxicomanie, c'est vraiment une ressource très spécialisée. Donc, on cible plus les gens qui ont déjà essayé par eux-mêmes de différentes façons d'arrêter de fumer. Aussi, on regarde les problèmes de santé mentale, mais en général, je dirais que c'est pas mal ça nos critères. Et quels sont vos taux de réussite pour ce genre de thérapie?
Le taux de réussite, c'est toujours complexe. En fait, là, on n'en a pas d'établi parce qu'on fait des thérapies pour arrêter de fumer depuis 2009. On accueille 6 personnes seulement à la fois et aussi, on retravaille notre programmation. Comme cette année, on axe plus sur la supervision et le suivi du sevrage, mais on en fait plus que l'autre année. Alors, c'est ça, ça serait difficile. On pourra évaluer le programme quand ça fera vraiment de nombreuses années, ou en tout cas au moins quelques années, qu'on fera toujours le même fonctionnement. Mais pour l'instant, c'est vraiment exclu, là. Puis on n'en est pas là. On en est là vraiment à essayer de faire de notre mieux encore, puis il y a encore des choses qu'on peut peaufiner. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une personne ne termine pas son séjour? Par expérience, actuellement, bien, on n'a quand même pas tant d'années que ça, mais depuis 2009, on fait un groupe à chaque année, puis c'est jamais arrivé. Il faut dire que les gens, ils mûrissent vraiment leurs décisions. C'est une grosse décision. Ils prennent une semaine de vacances ou en tout cas de disponibilité pour être ici. Les gens, je pense qu'une fois qu'ils sont ici, ils sont vraiment déterminés. Ça n'arrive pas, ça ne veut pas dire que ça pourrait pas arriver. Et qui sont les personnes qui aident justement les patients là, pour ce séjour? Au niveau des professionnels qui travaillent auprès des gens, bon, on a une infirmière, un médecin qui viennent chacun. Il y a une partie éducative, il y a aussi une partie individuelle où on regarde chacune des personnes selon ses besoins spécifiques. Mais il y a beaucoup d'éducation par des ateliers, mais il y a aussi de la thérapie de groupe où là, les gens peuvent ventiler ce qu'ils vivent en fait, parce que émotionnellement, c'est quand même chargé. Arrêter de fumer, c'est difficile. Donc, c'est principalement... En fait, c'est la même équipe, là. C'est la même équipe que pour les thérapies qu'on fait à l'année. Donc, des intervenants en toxicomanie, des éducateurs, médecins, infirmières. À travers de ça, bien, il faut des gens pour la surveillance la nuit, les activités de loisirs. Donc, c'est une équipe. On est 12 personnes qui travaillent auprès de la clientèle. Et en terminant, si on est intéressé à faire ce genre de thérapie, où on peut s'inscrire? Oui, bien, nos séjours, ça va être une première à Rivière-Ouelle. Avant, on était à Saint-Pacôme. Donc, les gens qui veulent s'inscrire, c'est important d'appeler au 371-1444, qui est notre nouveau numéro de téléphone. L'autre chose importante à mentionner, c'est qu'il y a une évaluation qui est faite. Alors, il faut s'inscrire et il faut se soumettre, entre guillemets, là, j'aime pas le mot, là, mais d'une 1h30, là, vraiment rencontrer un intervenant pour être sûr que ce qu'on offre réponde vraiment aux besoins de la personne. Pendant la période des fêtes, c'est ce que vous pouvez entendre en plein cœur de la municipalité de Saint-Alexandre, une tradition qui dure depuis près de 60 ans. Nous avons rencontré 2 bénévoles qui ont cette tradition bien à cœur. Monsieur Drapeau, comment est née cette tradition de la musique des temps des fêtes dans le village de Saint-Alexandre? Ah, dans le village de Saint-Alexandre, la tradition, ça fait longtemps qu'elle existe. Dans le début des années 50, c'est M. Bertrand Deschaines de Saint-Alexandre qui a parti ça. Et avec 2 ou 3 haut-parleurs dans le village pour commencer. Mais avec les années, bien là, ça s'est répandu et puis il a rajouté des haut-parleurs et ainsi de suite. Alors, c'est comme ça que la tradition est née à Saint-Alexandre et puis ça se continue depuis ce temps-là. Monsieur Bernier, pouvez-vous nous parler un peu de la programmation? Pour la programmation, on a beaucoup de... C'est sûr qu'on est la musique des fêtes. J'ai du country de Noël, j'ai du country américain aussi, j'ai du country ici local, parce qu'on sait qu'on est à Saint-Alexandre, on est le village d'Édouard Castonguay. Et puis, c'est pour ça que les gens nous demandent beaucoup de musique country. Et puis, c'est ça. Fait qu'on en rajoute au début, on en fait un peu de playlist country. Et puis, au fur et à mesure qu'on approche de Noël, on s'en vient complètement avec musique de Noël, que ce soit instrumentale, Noël. J'ai même de la musique espagnole de Noël que je cherche. Puis, je demande aux gens aussi s'ils ont de la musique de Noël de d'autres pays que je recherche aussi, que je pourrais transmettre aussi durant cet événement radio-là de 28 jours. C'est sûr qu'après le 26 au matin, on s'en va vers les rigodons, les chansons répondent, les reels, tout ça. Si on n'a pas la chance d'écouter la musique des temps des fêtes dans le village de Saint-Alexandre, quelle fréquence qu'on peut écouter la musique et quel territoire vous couvrez?
Oh, la fréquence, là, on est au 98,5 cette année. Moi, je couvre présentement avec le transmetteur à 50 watts. Au début, on a commencé avec 1,8 watts, fait qu'on couvrait à peu près 4 à 5 km. Avec un 30 watts, on peut couvrir à peu près 30 km sur des radios d'auto. Dans les maisons, on a calculé à peu près 15 km, tout dépendant du récepteur radio, si ce soit un récepteur de qualité ou un récepteur de mauvaise qualité. Là, on raccourcit, on coupe en deux peut-être la réception. Avez-vous besoin de bénévoles encore? Oui, on a besoin de bénévoles. C'est certain qu'on a besoin de bénévoles parce que c'est beaucoup d'ouvrages, la préparation des listes de musique et puis tout ça, le montage de ça. Et puis, on a besoin de gens en animation pour pouvoir, comment dire, nous donner un petit répit un peu pour parce que ça fait une surveillance. Parce que moi, j'ai encore un emploi, je travaille, je peux pas être toujours ici à la station parce qu'elle fonctionne automatique quand on n'est pas là. Et puis, j'aurais des gens qui viendraient me donner un petit coup de main. Ça serait, ça serait merveilleux pour ça. Et puis, les gens pourraient venir aussi compter, je sais pas, n'importe quoi, que ce soit lire des contes de Noël, donner la météo, d'être prudent sur les routes, et puis d'utiliser l'opération Nez Rouge. Et puis, j'aimerais bien ça d'avoir des gens qui viendraient nous aider. C'est ainsi que se termine l'Infocam de la saison. Merci d'avoir été des nôtres et nous vous souhaitons une très belle période des fêtes. Nous serons de retour dans la semaine du 20 janvier et en terminant, nous vous laissons sur des scènes cocasses de la saison. À l'année prochaine. L'école secondaire... L'école secondaire... Le service... Le service... Le service à... Le service à... Une rencontre avec le député de Québec solidaire, Amir Kadir. Annoncer sa participation à la Grande Guignolée des Méguinis. La tournée du cinéma québécois fête ses 10 ans. Le 24 octobre dernier, nous avons rencontré... Okay. La tournée du cinéma québécois fête ses 10 ans. Nous avons rencontré les organisatrices de cet événement sur le tapis rouge. Nous avons rencontré les organisatrices de cette tournée sur le tapis rouge de la projection Une jeune fille réalisée par Catherine Martin. La tournée du cinéma québécois fête ses 10 ans. La tournée du cinéma québécois fête ses 10 ans. Le 24... 10 ans. 10 ans. 10 ans. Et finalement, une entrevue à la radio Choc FM avec l'animateur Maxime Paradis. Je vous attends. Je pense que oui, hein? Le 9 novembre prochain, le Centre d'art de Kamouraska organise une soirée bénéfice dans le cadre de sa toute première campagne annuelle de financement. Quasiment. Le 9 novembre prochain, le Centre d'art de Kamouraska organise une soirée bénéfice. Blablabla, je l'avais mal perdu. Non, attends. Le 9 novembre prochain, le Centre d'art Le 9 novembre prochain, le Centre d'art de Kamouraska organise sa toute nouvelle soirée bénéfice. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ouais. Le 9 novembre prochain, le Centre d'art de Kamouraska organise une soirée bénéfice dans le cadre de... bénéfice? Bénéfice, on a été tiré. Okay. Le 9 novembre prochain, le Centre d'art de Kamouraska organise une soirée bénéfice que j'ai mal dit. Le 9 novembre... tu me déconcentres, t'es comme... OK. Le 9 novembre prochain, le Centre d'art de Kamouraska organise une soirée bénéfice dans le cadre de sa première soirée... dans le cadre de sa première campagne annuelle de financement. Le 9 novembre... Le 9 novembre... Je suis trop énervée. OK, calme-toi. Oui. Calme-toi. Un moyen de pression du syndicat des... Là, je vais continuer. On refait aussi bien Infocam, ta valeur vide. Sèche. OK. Montmagny. Montmagny, qu'on dit ou Montmagny? C'est Montmagny. OK. C'est comme Montmagny, parce que c'était pas bien. Tu exagères pas, là, quand même. Là. OK. Cette semaine, à Infocam. OK, là, c'est comme cette semaine, à Infocam. Mais de la vie, pas trop non plus. Mais pas enragé. C'est ça. Ça enregistre en passé. OK. Concentre-toi.
Bienvenue à votre bulletin local et régional InfoCam. OK. Le Temps des Cigales, une entreprise de chez nous qui œuvre dans la confection... Je bois de l'eau. OK. Le Temps des Cigales. Le Temps des Cigales, une entreprise de chez nous qui œuvre dans les domaines, dans les accessoires de cuisine. Dans les accessoires de cuisine en bois. OK. Le Temps des Cigales, une... OK. Le temps... je suis partie sur un sourire. Les 18, 19 et 20 octobre dernier avait lieu le 15e congrès annuel de la Excusez, je m'étais dit de ne pas faire ça, mais OK, je m'excuse, je suis vraiment désolée. Les 18, 19 et 20 octobre dernier avait lieu le congrès... Tu vas un autre code, je vais revenir. Il faut le faire après, je vais y aller. OK. Attends. Je suis prêt, là. J'ai chaud. Moi aussi. L'équipe... Si, je serais pas capable. OK, t'es capable, t'es capable. Je suis fâchée. Oui. OK. Je gâche tout le temps la tête quand je fais ça. OK, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. On pourra pas en faire un drôle, là. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportages, par téléphone le 88 492 2711, par télécopieur le 88 492 7498, par courriel à presse@tvck.org et par Internet au www.tvck.org.